Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio pour encore 30 minutes de football pendant cette intersaison et cet Euro Espoir. Ce soir, on va encore aborder plusieurs sujets du football international. Écoutez, alors j'ai appelé ça Mercato en Liga, en Serie A et en Arabie Saoudite, mais bon, j'aurais pu mettre d'autres championnats hein, parce qu'il y a plein d'actualités. On va les passer un petit peu en revue. Le premier sujet, ce sera sur les très gros transferts, les Mbappé, les Tonali, les Harry Kane, et puis on va peut-être aussi s'interroger sur la stratégie du Milan, qui est très très peu lisible. La stratégie aussi, peut-être, on va le voir dans la deuxième partie de l'Arabie Saoudite, qui a changé de braquet très clairement pendant ce mercato, qui s'attaque à des joueurs complètement différents de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment est-ce que tout ça s'articule pendant cette intersaison, pendant 30 minutes. Et puis voilà, déjà on va commencer par le gros sujet. Alors c'est un sujet qui est un petit peu, peut-être on va dire, pas obsolète, mais presque. C'est quelque chose dont on parle tout le temps, mais on va en parler un petit peu. Mbappé va-t-il aller au Real ou va-t-il rester au Paris Saint-Germain ? Je pense que tout a été dit sur ça. Je pense très sincèrement que cette année, ça va être compliqué que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Real, pour une raison essentiellement économique. Et puis aussi une raison peut-être sportive, on va voir ça, mais c'est très possible. Effectivement, économiquement, comment dirais-je, le Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé respecte toutes les clauses de son contrat, doit lui verser cette année 150 millions d'euros de salaire, avec les primes d'éthique, les primes de fidélité, les primes de tout ce que vous voulez. Donc effectivement, 150 millions d'euros, il y a peu de clubs qui sont capables de payer ça. Hein. On a vu, il y avait les clubs saoudiens, mais bon, Mbappé on n'est pas encore là. Et puis, potentiellement, il peut y avoir, bonsoir à tous et comment va ton deuil. C'est OJCRM qui me parle dans le chat. Je pense qu'il parle de Tonali et de Maldini et de Ibra et etc. C'est pas fini. C'est la descente aux enfers. Bref. On en parlera un petit peu après. Donc oui, Mbappé, 150 millions d'euros de salaire, en tous les cas de revenus que le Paris Saint-Germain doit lui donner cette saison, 2023-2024. Aucun club au monde n'est capable de payer ça, excepté Manchester City, pardon, bien sûr, excepté aussi Newcastle probablement, mais c'est pas vraiment leur politique, ou excepté l'Arabie Saoudite. Donc bon, ce qui est un peu pareil, hein, Newcastle, l'Arabie Saoudite, c'est la même chose. Mais effectivement, je pense que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il l'a annoncé haut et fort il y a très longtemps. Il a juste annulé son option de renouvellement. Donc je pense aussi qu'il donne une dernière chance au Paris Saint-Germain, au-delà de ses revenus mirifiques. Si cette année, effectivement, Mbappé atteint ses objectifs, c'est-à-dire gagne la Ligue des Champions et gagne un Ballon d'Or cette année avec le Paris Saint-Germain, pourquoi pas re-signer à la fin de la saison, hein. Je pense que ce sera pas exclu totalement. En revanche, c'est vrai que si c'est encore une élimination en huitième de finale, je marque 50 buts, oui, je marque 56 buts, mais le plus clair sont en Ligue 1, oui, je serais très très loin du Ballon d'Or, donc il n'y a pas de raison que Mbappé re-signe au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est surtout ça qu'il a fait, c'est-à-dire lui l'été prochain il aura le choix, et il aura le choix complètement. En plus, il pourra avoir une confortable prime à la signature, chose qu'il n'aurait pas eu là s'il avait été transféré cet été. Donc je pense que Mbappé va peut-être nous tenir en haleine un peu tout l'été, mais je pense que c'est réglé depuis bien longtemps. Mbappé sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine, c'est sûr et certain. Et après, comment est-ce qu'il sera accompagné ? Le fait aussi que Luis Enrique soit là, on ne sait jamais. Voilà, effectivement, sa prime de fidélité aussi, du coup, comme je disais, 150 millions d'euros de revenus, dont, je ne sais plus combien, 80 liés à la prime de fidélité, donc c'est monstrueux. Donc voilà.
Je pense que Mbappé va rester et partira probablement la saison prochaine s'il n'atteint pas ses objectifs. Donc voilà, je pense ça, Mbappé, à mon avis, on en reparlera le 1er septembre, mais c'est comme ça que ça va se terminer, et je pense que c'est assez clair, même si le Real fait un petit peu... aller planer le doute en fait, mais c'est plus pour les socios qu'autre chose, hein. Il faut bien savoir encore une fois que le Real n'est pas un club comme les autres, tout comme le Barça, ils ont besoin de représentativité, de représentation dans les médias, donc voilà. Donc Mbappé va rester selon toi du coup et partir gratuit la saison prochaine, effectivement, c'est tout à fait ça, et sa prime de fidélité aussi, absolument. Donc voilà, effectivement. On va passer, justement, on va continuer avec le Real. Pourquoi? Parce que, alors c'est vrai que j'avais titré Mbappé, Tonali et Kane. Mais attends, donc le Real fera la saison avec le seul Joselu en attaque. Perso, j'y crois pas trop. Ils feront un grand transfert avec Mbappé, selon moi. Alors, justement, c'est pour ça que je voulais parler d'Harry Kane. Harry Kane, a priori, était intéressé par être transféré à Manchester United, mais finalement, ça a l'air d'être compliqué et ça va pas vraiment se faire. Pour une question de... Je sais pas exactement, mais je pense qu'ils veulent pas investir autant, et en tous les cas, pas sur un profil comme Harry Kane, Manchester United. Donc, il commence à se dire que il irait bien gagner des titres ailleurs. Alors... Il y a deux clubs qui sont dans le top des clubs pour Harry Kane. C'est le Bayern, bien sûr, qui est à la recherche d'un numéro 9, hein, qui a tâté le terrain pour Osimhen, mais bon, avec De Laurentiis, c'est 150 millions et c'est pas négociable. Et donc, Harry Kane, dans une situation où finalement il est libre, le Bayern traditionnellement donne des très gros salaires, mais fait pas des très gros transferts, hein. Alors je sais pas si c'est une question économique ou si c'est finalement plutôt une question d'image, hein, parce que Karl-Heinz Rummenigge avait dit que le Bayern ne ferait jamais de transfert à 100 millions, etc. Donc c'est vrai qu'aller chercher Osimhen pour 150 millions, je pense que le Bayern ne l'a jamais fait, et surtout pour Osimhen, ce serait quand même bizarre. Mais pour Harry Kane, débourser un très gros transfert, un très gros salaire du type Lewandowski, c'est-à-dire 22-24 millions d'euros par saison, ce serait quelque chose que le Bayern peut faire. Finalement, si on compte, très souvent, les salaires coûtent beaucoup plus cher que le transfert. Mais bon, bref, peu importe, c'est l'image, hein, là, on est dans l'image, le Bayern se veut vertueux et ne veut pas faire de transfert à 100 millions, voilà. Donc effectivement, comme tu dis dans les commentaires, 80 millions sur Lucas Hernandez quand même, oui, mais Karl-Heinz Rummenigge avait fixé cette espèce de limite des 100 millions. Donc 80 millions, on va dire qu'il était dedans, même si c'est très très cher, vu surtout les prestations de Lucas Hernandez, qui est pas mauvais quand il est en forme. Le gros problème, c'est qu'il n'est jamais en forme. Donc ça, c'est embêtant. c'est un petit peu embêtant. En l'occurrence, Harry Kane est tout à fait le type de joueur que le Bayern recherche, un joueur expérimenté, professionnel, qui a de très très grosses références, qui est un international, et qui est libre de transfert. Donc franchement, le Bayern est à fond sur Harry Kane à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas que le Bayern, il y a aussi le Real, parce que le Real, avec Harry Kane, bon déjà un club comme le Real ne peut pas avoir un seul numéro 9, on est bien d'accord. Mbappé n'est pas un numéro 9. Comme tu le dis au JCRM, ils ont Joselu, ils ont recruté Joselu, qui est le meilleur buteur espagnol, je dis bien, du championnat, de la Liga de la saison dernière. Donc il a marqué 16 buts, je crois, ou 17 buts. Donc oui, c'est le meilleur espagnol. Après, effectivement, le Real a aussi une équipe très internationale, et comme vous le savez, pour s'inscrire sur les listes UEFA de la Ligue des Champions, il faut quand même des joueurs espagnols. Donc Joselu, c'était une bonne occasion, une bonne opportunité. Pourquoi pas Joselu remplaçant d'Harry Kane, avec éventuellement un Kylian Mbappé qui viendrait renforcer l'attaque à droite ou à gauche, peut-être bouger Vinicius à droite et laisser le côté gauche à Mbappé, ou alors intervertir et mettre Mbappé à droite et Vinicius à gauche, avec dans l'axe Joselu et Kane, ou Kane, hein, bien sûr, l'un ou l'autre.
c'est quelque chose que peut-être le Real voit à moyen terme. Cette année, ils ont très fortement investi sur Jude Bellingham. Ils auraient un gros salaire avec Harry Kane, mais pas un gros transfert, et ça leur ferait une espèce de duo de neuf relativement intéressant, sachant que à côté ils ont Vinicius et Mbappé, potentiellement Mbappé l'été prochain, même si j'y crois pas trop, mais bon, potentiellement Mbappé l'été prochain, qui ferait un trio d'attaque quand même relativement inquiétant pour toute équipe normalement constituée, Vinicius, Harry Kane, Mbappé. Je dois vous avouer que c'est quand même sportif. Donc voilà un petit peu, le Harry Kane est un petit peu au truc, et je dis pas que Harry Kane ne signe pas au Real avant la fin de la saison, avant la fin du mercato, parce que finalement en fait le Real peut payer un gros salaire et n'aurait pas de transfert à faire et pourrait conserver, on va dire, sa capacité à investir lourdement la saison prochaine sur Mbappé. Donc ça pourrait être une très bonne solution, et j'ai bien l'impression que c'est vers ça que ça va se diriger. Cette année, le Real, avec Vinicius, Rodrigo, Harry Kane, remplacé par Joselu, serait bien mieux équipé que l'année dernière avec Benzema et personne derrière, sachant que Benzema a joué la moitié de la saison, parce que tout le reste de la saison, il était blessé. Donc même si Benzema est encore un très bon joueur, c'est pas le problème, mais la saison dernière était pas terrible, il faut quand même le dire. Ok, il a un bon nombre de buts compte tenu du nombre de matchs, mais c'est essentiellement en Liga. Donc voilà. Après, alors une petite intervention dans le chat. Kane, je le vois pas au Real, il a le record de Shearer à aller chercher, je le vois à United. Ouais, mais on dirait que United veut se diriger vraiment vers un autre profil, peut-être un petit peu plus jeune que Harry Kane. Et de surcroît, Harry Kane, il y a aussi un truc, c'est qu'il a 29 ans, il n'a rien gagné, mais rien. Que dalle, même pas une coupe régionale de je sais pas quoi, c'est pire que Payet. Donc il faut vraiment qu'il gagne quelque chose. Et c'est clair que, très honnêtement, quand on regarde les forces en présence en Première Ligue, entre Manchester City, Arsenal qui potentiellement va recruter en plus Kai Havertz, je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Arsenal qui a fait une très bonne saison et donc qui devrait effectivement recruter Kai Havertz. S'ils ont, je pense qu'ils ont pas terminé en plus de se renforcer. Hein, je pense qu'ils voulaient Declan Rice aussi. Donc ça peut être vraiment très très lourd. Liverpool qui va pas se trouver 2 années d'affilée. Chelsea potentiellement aussi qui va pas se trouver 2 années d'affilée. Manchester United, je pense que pour Harry Kane, c'est pas forcément le bon club pour aller chercher un titre. Le Real encore beaucoup plus quand même. C'est quand même beaucoup plus pertinent d'aller au Real pour gagner un titre, encore plus au Bayern, hein, on l'a vu, hein, même quand ils sont en dessous de tout, ils arrivent quand même à gagner le titre, donc c'est clair qu'au Bayern, t'as quasi un titre de champion assuré lorsque tu signes au Bayern. Au Real, c'est quand même plus compliqué, hein. On a vu que le Barça, c'était très très bien renforcé avec Gundogan. Je ne sais pas comment ils ont fait, encore une fois, financièrement, mais ils l'ont fait. Donc on va en parler d'ailleurs juste après. Donc voilà, donc je pense que Harry Kane veut des titres, et c'est ça qui va un petit peu diriger sa carrière, et Manchester United lui offre pas forcément toutes les sécurités nécessaires, et Manchester United n'a pas forcément envie de donner aussi un salaire de cette dimension à Harry Kane, parce que Harry Kane, il gagne pas des clopinettes, hein, on en est très très loin, il prend excessivement cher. Donc voilà. En continuant à parler de la Liga, on peut un petit peu aussi s'interroger sur le recrutement de Gundogan. Alors c'est un très bon recrutement, il n'y a pas de problème. Le milieu de terrain va grandement bénéficier de l'arrivée de Gundogan. Alors il faut savoir que Sergi Busquets est parti, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Est-ce que Franck Kessie va rester? Mais c'est vrai que si Franck Kessie trouve enfin son rythme de croisière, que Gundogan devient le boss du milieu de terrain comme il était à Manchester City, et je continue à penser que Gundogan est le meilleur joueur de Manchester City l'année dernière. Si les gens me parlent de Erling Haaland, excusez-moi, mais je pense qu'ils n'ont pas regardé les matchs. Gundogan est absolument incroyablement stratosphérique la saison dernière, et je pense que Rodri et Gundogan sont les 2 meilleurs joueurs de City, et Gundogan est encore au-dessus que Rodri, je trouve. Voilà, après c'est personnel. Et je pense que
Erling Haaland est un très bon attaquant, mais il bénéficie du travail absolument incroyable de ses deux milieux de terrain, et je parle même pas de Kevin De Bruyne qui, cerise sur le gâteau, une fois que tous les ballons sont nettoyés par Rodri, on va dire récupérés par Rodri, nettoyés par Gundogan, De Bruyne n'a plus qu'à faire une passe décisive fantastique pour Erling Haaland, donc voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment le Barça, qui était encore la saison dernière, ne pouvait pas inscrire Gavi, que Gavi finalement n'est pas homologué, son transfert, peut-être il va perdre son salaire, etc. Alors oui, ils ont libéré de la masse salariale avec Alba, avec Busquets, avec des joueurs comme ça. Enfin, Gundogan, il prend un salaire mirifique, donc c'est vraiment... Et Vitor Roque aussi, incompréhensible, il est payé comment? Car j'imagine que niveau salaire, Gundogan, il doit être cher absolument. Gundogan est ultra cher, hein. Déjà il prenait très très cher à Manchester City, il a dû garder le même salaire, hein, parce que bon, il arrive quand même en fin de saison, il a la trentaine, donc voilà, mais c'est un joueur magnifique. Je ne sais pas comment le Barça va faire, quel levier financier ils vont encore lever pour avoir Gundogan, mais au-delà de ça, si on se dit que le milieu de terrain du Barça, c'est Gundogan, Kessie, comment il s'appelle, Pedri et Gavi, bah c'est pas mal. Vu qu'ils jouent à 3, ils auront toujours un petit remplaçant de luxe. Tu mets Kessie pour mettre un petit peu de muscle et tu fais tourner les Pedri... Gavi et Gundogan, je pense que ça peut vraiment faire un truc vachement bien. Il y a la rumeur Arabie Saoudite pour le Barça. Genre, ils auraient une franchise Barça en Arabie Saoudite, moyennant un gros salaire des Saoudiens. Je sais pas si tu avais vu passer cela. Non, mais alors, c'est clair que le Barça est tout à fait capable de faire un truc comme ça. C'est typiquement leur style. Ces derniers temps, Porta, il a absolument aucune limite. Donc oui, c'est très possible qu'ils aient une espèce de franchise. Enfin bon, bref, ça peut être n'importe quoi. Je dis pas que c'est pas possible, franchement, c'est très faisable, avec peut-être des liens entre la Masia et ce club en Arabie Saoudite. Alors, j'ai pas vu passer la news, mais on sait jamais, tout est possible, bref. Tout comme on a vu que certains investisseurs de Chelsea étaient en fait des fonds saoudiens qui sont eux-mêmes investisseurs de Newcastle. L'Arabie Saoudite est en train de tisser une toile, on va en parler après, mais une toile très très ténue, on va dire, à travers le football mondial et européen. Donc voilà, donc vraiment ça va être très 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 compliqué de faire sans l'Arabie Saoudite dans les prochains mois. En tous les cas, en l'occurrence, Harry Kane au Real, moi j'y crois, potentiellement au Barça, mais je pense que ça va être une lutte entre les deux. Si j'étais Harry Kane, j'irais plutôt au Real. Une question de temps, hein. Une question de temps, parce que Munich c'est une belle ville, mais bon, il fait plus beau quand même. Le pauvre Harry Kane, déjà il a passé toute sa vie à Tottenham. Franchement, un petit peu de soleil, ça lui ferait du bien. Donc voilà, je pense que si j'étais lui, j'irais au Real pour terminer ma carrière, tranquille, ça soigne les rhumatismes, le soleil et la chaleur. Je vais faire un petit tour dans les commentaires parce que... Alors, l'idée est que le FC Barcelone ouvrirait une franchise au Qatar et prêterait vraisemblablement sa marque à l'équipe, ce qui lui permettrait de dégager des bénéfices. De quoi faire la comparaison avec le City Group qui possède non seulement Manchester City mais aussi le New York FC entre autres. Ouais, c'est possible, hein, pourquoi pas faire une espèce de sorte de franchise et de se diversifier comme ça et avoir des revenus qui viennent du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, c'est très possible. Écoute, on verra bien, mais c'est possible que Laporta, quand il passe devant la commission d'enquête enfin dire l'équivalent de la DNCG espagnole, nous sorte un truc de sa manche. C'est très faisable. En tous les cas, c'est vrai que l'équipe du Barça avec Gundogan en plus au milieu, ça peut vraiment être un truc pas mal, quoi. Donc voilà. Bref, on verra bien. On va faire un petit tour en Italie, après avoir parlé un petit peu d'Allemagne, et beaucoup d'Espagne, un petit peu du Paris Saint-Germain. On va faire un petit tour en Italie. Pourquoi? Parce que les deux Milan se font une guerre. Alors, bref. Oui, Milan et l'Inter se concurrencent sur à peu près tous les dossiers, et pour l'instant, l'Inter remporte haut la main tous les dossiers.
Mais tout part, en fait, la genèse de tout ça, c'est bien sûr, on en a parlé, le départ de Maldini, qui était la caution milaniste du projet. Et puis, s'en est suivi le transfert de Tonali, alors qui n'est pas acté encore, qui n'est pas encore à 100%, mais bon, a priori, c'est juste parce qu'il est à l'Euro Espoir, hein, que c'est pas encore signé, mais sinon, effectivement, ça va signer. Donc Tonali qui partirait pour 70, 80, 90 millions d'euros. Alors c'est un peu aléatoire parce qu'il y a les bonus, bref, donc il y a des gens qui disent 70, 80 avec les bonus, il y en a d'autres qui disent 80, 90 avec les bonus, bref. De toute façon, il y a un truc qui est sûr, et ça je peux le dire aisément, j'adore Tonali, je suis dégoûté qu'il soit parti parce que c'est une bandiera de Milan, qu'il était censé devenir le capitaine du Milan de ces 10 prochaines années, parce que c'est un fan du club, que a priori quand on lui a annoncé son transfert, enfin en tous les cas que Milan souhaitait le transférer, il a fondu en larmes, tout ça, bon bref, c'est peut-être la belle histoire, parce qu'il prend quand même 10 millions d'euros de salaire par saison, sachant qu'il prend à peu près 2,5 millions, je crois, au Milan. Donc, voilà, il a excessivement augmenté ses revenus, donc c'est pas non plus complètement négatif pour lui. Mais une chose est sûre, c'est que Tonali ne vaut pas 70, ne vaut pas 80 et ne vaut pas 90 millions d'euros. C'est sûr et certain. Donc, l'affaire est belle, on va dire. Elle est moche dans le fond, c'est-à-dire plus exact. Oui, elle est moche en termes de valeur, mais en termes économiques, comment refuser un transfert de Sandro Tonali à ce prix-là? Alors, après, il faut les réinvestir. Hein. Si Redbird réinvestit ses 70 millions d'euros pour recruter Milinkovic-Savic et Fratesi, mais moi, je suis très content. Il n'y a aucun problème. Je suis très content que Sandro Tonali soit parti. Maintenant, je suis pas sûr qu'il le fasse. Et surtout, je suis pas sûr qu'ils aient les capacités de négocier des transferts comme ça, parce qu'en fait, le projet milanais a pris un gros coup avec le départ de Massara et de Maldini. Il ne faut pas sous-estimer Massara, d'ailleurs, parce que Maldini est un peu la tête de gondole, mais Massara est l'espèce d'éminence grise qui négocie les transferts réellement, quoi, qui a beaucoup d'expérience. Alors, je vais prendre cher, on va parler de la Juve, je sens. Oui, on va parler un petit peu de la Juve quand même. Ce serait un Drogba pour Tonali, lui n'avait aucune intention de partir, mais le club lui a dit gentiment de partir vu le prix que met Newcastle, tu confirmes, ils ont pris de l'argent pour aller en F1, c'est possible. Oui, effectivement, vu le prix du transfert, Milan lui a gentiment dit, bah écoute, tu vas t'en aller en fait. donc voilà, et a priori Tonali l'a très très mal pris. Bref, quoi qu'il en soit, ce transfert, il est bien si derrière, il sert à réinvestir dans l'équipe. Même si, effectivement, c'est dommage, c'était un des seuls Italiens du groupe, en tous les cas titulaires, hein, il n'y a que 2 Italiens, on va dire, titulaires au Milan, c'est Calabria et Tonali. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, c'était lui, je pense, la relève du capitanat de Théo Hernandez. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est dommage que Tonali reste pas. Mais ça peut servir quand même le club. Maintenant, le gros souci, c'est qu'on voit que le club n'a plus de poids sur le marché des transferts parce que le projet est flou, il n'y a plus d'interlocuteurs privilégiés, comme le pouvaient l'être Maldini et Massara. C'était une espèce de consortium entre le chef scout Moncada, Furlani qui est le nouveau, on va dire, directeur général, Scaroni qui est le président, probablement Cardinal qui a toujours quelque chose à dire sur les transferts, et enfin 2 personnes qui viennent je me souviens plus de leur nom, 2 personnes qui viennent du sport américain, qui sont a priori ultra calés en statistiques, mais MLB, et en fait c'est vrai que Cardinale a priori veut veut gérer le club comme une franchise de sport américain. Donc pour l'instant c'est un petit peu inquiétant, je sais pas où est-ce que ça va aller, mais Marcus Thuram est parti à l'Inter, Fratesi a priori Milan était les premiers à négocier, mais il devrait aussi partir à l'Inter. Il y a plein de dossiers comme ça qui Milinkovic-Savic, Milan pourrait se mettre dessus, mais a priori il va partir à la Juve. Enfin bref, c'est assez. Ils sont, on va dire, toujours à la ramasse sur le marché des transferts. Et je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vont venir en fait. Alors là maintenant c'est comment il s'appelle, Romero
Lucas Romero de la Lazio. On va voir si Milan réussit vraiment à le transférer. Mais pour l'instant, en Serie A, excepté les deux Milan qui se tirent un peu la bourre, et encore, c'est juste l'Inter qui remporte à peu près toutes les parties, parce qu'il y a eu même l'histoire Lukaku. Mais a priori, c'est très compliqué, et probablement que Lukaku va retourner à l'Inter. Donc voilà, c'est vraiment complexe. La Juve est une belle endormie. Je pense que là, ils sont en train de digérer la non-qualification en Coupe d'Europe, savoir ce que ça va donner au niveau financier pour savoir à quel niveau est-ce qu'ils vont pouvoir investir pour ce mercato. Donc voilà, effectivement, en Serie A, pour l'instant, excepté l'Inter, personne ne bouge. Alors, il y a la Roma qui a fait 2 transferts gratuits, Nkita et Ndika, pardon, et le deuxième... Bref, je me souviens plus, mais les 2 transferts sont gratuits. Mais donc la Serie A acte qu'ils ont plus beaucoup de moyens. Milan et l'Inter surfent sur les revenus qu'ils ont eu là avec la Ligue des Champions, mais ça va pas non plus être mirifique. On va voir la saison prochaine. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que Milan, en perdant Ibrahimovic et Tonali, pour l'instant, c'est Aouar. Ouais, voilà, absolument. La Lazio, c'est Aouar. La Roma, c'est Aouar. En perdant Ibrahimovic et Tonali, c'est pas renforcé, c'est carrément affaibli. Et pour l'instant, il n'y a aucun remplaçant. Donc ça va être très très compliqué. Alors ça parle de Güler, le génie de Fenerbahçe. Mais bon, là, apparemment, le papa a demandé entre 18 et 20 millions de commission, donc ça commence à faire beaucoup. Bref, je pense que ça va être très compliqué le mercato du Milan. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de représentants. Et les cadres du club, alors ils ont a priori en revanche décrété que c'était la seule star de l'équipe qui allait partir, Tonali. Tous les autres allaient rester et ils allaient réinvestir l'argent de Tonali. Donc on va voir ce que ça donne. L'Inter, lui, s'est séparé de plusieurs gros salaires, comme Dzeko, comme tout ça. Donc, effectivement, ça va libérer aussi un petit peu de la masse salariale, hein, parce que l'Inter n'a pas des moyens, on va dire, illimités. Mais s'ils vendent, ils peuvent, ou en tous les cas, s'ils libèrent de la masse salariale, ils peuvent recruter. C'est ce qu'ils vont essayer de faire avec Lukaku. Puis, ils ont eu des revenus qui n'étaient pas attendus avec la Ligue des Champions. Donc, ils vont avoir une petite marge de manœuvre. Donc voilà. Faire un petit tour dans les commentaires. Donc Marcus Thuram, que l'Inter vous vole sans que personne le voit venir, pas anodin cela, oui c'est vrai. J'ai entendu quelque chose ce soir de la part de Johan Crochet qui disait aussi que Marcus Thuram a signé à l'Inter, alors bien sûr pour des questions financières, hein, c'est-à-dire qu'il demandait très très cher, hein, il demandait 5,5 millions d'euros. Il faut savoir aussi que au Milan il y a un salary cap on va dire, et que Marcus Thuram serait devenu salaire numéro 1 dans le vestiaire du Milan, ce qui aurait été surprenant que des joueurs comme Théo Hernandez, Mike Maignan, je sais pas, on va dire même Simon Kjær, ou enfin des tauliers du même Bennacer, etc., ou Giroud, ne touchent pas plus que Marcus Thuram qui venait d'arriver, Marcus Thuram n'a rien prouvé. Donc je peux à la limite comprendre un petit peu que Milan n'ait pas voulu s'aligner sur ces salaires-là. L'Inter, lui, en a rien à foutre, donc ils l'ont fait. Ils n'ont pas de salary cap. Donc voilà, donc écoutez, c'est comme ça. Même si Marcus Thuram est surcoté pour moi, ouais, je suis tout à fait d'accord, Marcus Thuram c'est bien, mais voilà. Et oui, ce que je disais sur Johan Crochet, c'est aussi que Marcus Thuram a eu une réflexion un petit peu de jeu. C'est-à-dire que l'Inter joue en 3-5-2, et que Marcus Thuram se voit beaucoup plus dans une attaque à 2 attaquants, il se sent mieux là-dedans, alors que Milan joue toujours à un seul attaquant, et c'est un rôle un petit peu ingrat hein, que fait Olivier Giroud. Quand vous êtes tout seul, vous êtes vraiment plus un point d'appui qu'autre chose. Marcus Thuram, il aime bien provoquer, prendre la profondeur, etc. Chose qui n'arrive pas trop dans le 4-2-3-1 du Milan. Généralement, la profondeur, elle est réservée aux ailes, elle n'est pas réservée au numéro 9. Le numéro 9 est là pour fixer la défense, pour laisser les ailes s'exprimer. Donc, c'est vrai que je pense aussi que c'est aussi un choix sportif. United, Milan, même combat, beaucoup de pistes, mais personne ne vient. Oui, c'est pas faux. De toute façon, ouais, Milan, pour l'instant, ils annoncent, mais en fait, il n'y a personne pour négocier les contrats, parce que personne ne sait le faire. Enfin bref, c'est assez bidule. Ça va, on va faire SMS, vieux, Wea, gardez Rabiot, gardez Allegri, Aouar pour la Roma. Ouais, alors, effectivement, donc, tu parles de la Juve, je pense, hein, donc Milinkovic-Savic,
qui va être transféré à la Juve, a priori, et c'est vrai qu'il est un petit peu vieux. Wea, qui est pas terrible. Gardez Rabiot et gardez Allegri. Gardez Rabiot, je suis pas encore sûr. Hein. Je sais pas quel... Enfin, il est en fin de contrat, Rabiot, donc je pense que la maman, elle est quand même gourmande pour son fils, donc je le vois plus à Manchester, moi. Mais bon, on va voir. On va voir si la Juve s'aligne sur le salaire. Je pense que je préfère rester à Turin. Hein. Moi, perso, tu me demandes, je veux vivre à Manchester ou à Turin, je vis à Turin, c'est sûr et certain. Donc voilà. Le papa de Gouler, oui, il est très gourmand. Il veut se goinfrer. 18 à 20 millions d'euros de commission, sachant que le transfert, c'est 17 millions d'euros, hein, la clause libératoire. Effectivement, ça fait beaucoup. Allegri le veut absolument, Rabiot. Ouais, d'accord. Mais bon, Allegri, ce serait quand même bien qu'il aille voir en Arabie Saoudite. Hein, il lui propose 30 millions d'euros par an. Je sais pas pourquoi il se barre pas, lui. Sérieusement, ça ferait du bien à la Serie A s'il pouvait se barrer. Ce serait vraiment bien. Et il a décidé d'élire Rabiot, son fils officiel. Enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Rabiot, ça. Mais bon, bref. On attend que ça, nous, qu'il parte Allegri. Oui, mais ça, j'ai bien compris, c'est clair. Vous avez mis du temps à comprendre, mais c'est bien, vous avez compris, là, maintenant. Donc, voilà. Quand je dis vous, c'est les Juventini en général. Allegri, vraiment, c'est vraiment... Bon, bref. Depuis 2017, ça s'est arrêté, en fait, Allegri. Terminé. Le temps est suspendu en 2017 avec Allegri. Bref. Donc voilà. Écoutez, on va terminer tranquillement avec l'Arabie Saoudite après avoir fait un peu ce tour des transferts. En Italie, malheureusement, il se passe pas grand-chose d'autre pour l'instant. Alors, le mercato vient de commencer. Hein. Il nous reste 2 mois entiers de mercato. Vous savez que c'est un sport national, le mercato en Italie. Donc on n'a pas terminé d'en parler, mais là pour l'instant c'est assez calme. Les clubs se regardent un petit peu en chien de faïence, excepté les 2000 ans qui gesticulent un peu rapidement, mais sinon voilà. Ah, et puis l'Inter va probablement perdre Brozovic, ce qui est une très grosse perte au milieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent faire Fratesi, pour combler. Brozovic avait un très gros salaire quand même, un beau salaire de 12 millions d'euros par an, donc ça va faire de la place, même si effectivement Fratesi vaut 35-40. Donc voilà, mais oui, Fratesi, c'est probablement celui qui va remplacer Brozovic, sachant que Brozovic, ces derniers temps, il était plus titulaire. Alors, suite à sa blessure, tout ça, mais je veux dire, il jouait déjà sans Brozovic. Donc, c'est pas non plus... ils s'affaiblissent, parce que je pense que la qualité du banc baisse quand tu prends Fratesi à la place de Brozovic. Même si j'apprécie beaucoup Fratesi, mais pour moi, Brozovic, encore l'année dernière, c'était le meilleur milieu de terrain d'Italie, et pour moi, il faisait partie des 5 meilleurs du monde, donc voilà. Là, voilà, il s'en va, a priori, en Arabie Saoudite, et d'ailleurs, ça fait la Serie A s'appauvrit, même si tu perds Brozovic et Tonali, oui, absolument, c'est clair que la Serie A s'appauvrit pour l'instant, il n'y a pas de grande star qui vient, c'est pas Indica qui va relever le niveau, ni Oussem Aouar qui va relever le niveau de la Serie A. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Tonali, en tous les cas, va dans un beau projet. Excepté que, bon, Newcastle, c'est Newcastle, mais sinon, il va dans un beau projet sportif. Vraiment. En plus de l'argent qu'il va gagner, c'est un beau projet sportif. Newcastle, c'est bien géré pour l'instant. Donc, c'est plutôt bien pour le football italien de sélection. Maintenant, est-ce que c'est bien pour le football italien de club? Ça, non, c'est clair. Brozovic qui part en Arabie Saoudite, c'est aussi le signe que l'Arabie Saoudite ne rigole plus et ne prend plus que les joueurs qui sont un petit peu en fin de course, un petit peu cramés. C'est vraiment aussi des très grands joueurs, comme Brozovic, comme Koulibaly, comme alors N'Golo Kanté, je le mets quand même dans les gars qui sont un petit peu cramés. Mais pas que. Là, on parle de Hakim Ziyech, qui a priori va signer. On parle de... Alors, beaucoup qui viennent de Chelsea, parce qu'on dirait qu'il y a des liens d'investissement... il y a des liens d'investissement entre l'Arabie Saoudite et Chelsea. Il y a une partie d'un fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement saoudien qui a investi dans Chelsea, donc... on se dit que peut-être que les transferts entre Chelsea et l'Arabie Saoudite sont pas si anodins que ça. Ça soulage la masse salariale de Chelsea, ça leur fait énormément de bien pour le fair play financier. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu intéressé, mais c'est quand même de très très bons joueurs. Hein, donc voilà. Alors, un petit tour dans les commentaires. Le milieu Guimarães Tonali me hype beaucoup. C'est clair, ça va être ultra dynamique, physique, technique et tout. Franchement, ça va être top.
Firmino aussi, je l'aurais bien vu en Ligue 1 ou retour en Bundesliga, ouais, mais Firmino, bah c'est pareil, hein. En tous les cas, il fait beau en Arabie Saoudite, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. C'est pas Newcastle. Donc voilà. Mais oui, donc l'Arabie Saoudite commence à taper des joueurs vraiment pas dans la pleine force de l'âge, mais presque. Donc, enfin, d'ailleurs, on va le voir. Si Bernardo Silva, parce que là, ça commence à se préciser sérieusement, si Bernardo Silva signe en Arabie Saoudite, je pense que ça va être le signe, Bernardo Silva, que un joueur au top de sa forme, comme jamais il a été, hein, Bernardo Silva, je pense que cette année, il a été meilleur que jamais. S'il signe en Arabie Saoudite, je pense que là, ça veut dire que l'Arabie Saoudite rigole pas et va embêter l'Europe énormément dans les prochains mois. Ça change pas que je pense pas que le championnat un jour devienne un grand championnat. Je pense pas non plus que ça soit sans fin les investissements qu'ils font. Je pense que ça va se tarir à un moment donné parce que bah, c'est énormément d'argent. Surtout les contrats, les salaires sont très très longs et beaucoup d'argent. Donc c'est très compliqué. C'est effectivement, en tous les cas, ils concurrencent énormément les clubs européens, et c'est clair que les clubs européens ne peuvent pas s'aligner sur les salaires et les transferts que l'Arabie Saoudite propose. C'est pas possible en fait. Donc c'est vrai que ça va devenir un vrai problème pour le foot européen en fait, l'Arabie Saoudite. Ça n'empêche que je ne pense pas que l'Arabie Saoudite un jour soit un grand championnat où on se dise ah ouais, sportivement c'est bien d'aller en Arabie Saoudite. Non. Je ne pense pas, parce qu'il faudrait vraiment... déjà, la Ligue des Champions est quelque chose qui fait la différence pour les joueurs. Le niveau de la Ligue des Champions, tu ne pourras pas le retrouver en Ligue des Champions asiatique, c'est impossible. Donc forcément, le championnat restera un petit peu là où il est, et de toutes les Coupes d'Europe d'ailleurs, hein, parce que bon, les Coupes asiatiques, je ne sais pas s'il n'y a que la Ligue des Champions, peut-être il y en a d'autres, ça ne change pas que le niveau, il aura des pâquerettes, donc même si l'Arabie Saoudite a des super équipes, en fait, ils rencontreront que dalle en face, donc ça va pas vraiment se challenger. Donc voilà. Mais et je pense aussi que ça va se tarir à un moment. Ça change pas que pendant 4-5 ans, l'Arabie Saoudite va être très 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 embêtante pour les joueurs. Bon, après, on a vu, hein, Ronaldo, là, il parle déjà de s'en aller tellement il s'embête, on va dire, entre guillemets, en Arabie Saoudite. Donc, il y en a beaucoup qui vont aller là-bas, prendre un gros billet, et puis finalement résilier leur contrat, je pense, au bout d'un an, au bout de 6 mois. Mais bon, en 6 mois, ils peuvent gagner 10 millions d'euros, quoi. Donc c'est très compliqué. Brozovic, par exemple, il lui propose 20 millions d'euros par an. 20 millions d'euros par an, ça se refuse pas à 32 ou 33 ans, hein. C'est pas un truc de fou. Modric, je pense qu'il lui proposait 50 millions d'euros par an. Il a 37 ans. Il lui proposait 2 ou 3 ans de contrat. Tu prends 150 millions d'euros en 3 ans. Même si tu vas qu'une année, tu prends 50 millions. Il a pris plus que ses 8 ou 7 dernières années au Real. Hein. Parce que les salaires au Real sont pas très élevés. Je crois que Modric était à... Allez, je sais pas combien, mais c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même... même si ça va... Je pense pas que ça va durer. Pendant 4-5 ans, ça va être très compliqué de garder ces stars en Europe et d'être sûr qu'ils vont pas aller pour une pige en Arabie Saoudite. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires. Bernardo Silva à 1 an de l'Euro. Aller là-bas, perso, j'y crois pas trop. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce qu'il a vraiment énormément de concurrence, Bernardo Silva, au Portugal? Je sais pas trop. Il est encore trop fort, il va aller au PSG. Ouais, peut-être que le PSG veut taper du poing sur la table, parce qu'ils peuvent répondre hein, très clairement à l'Arabie Saoudite. Et c'est bien beau d'avoir des stars, mais à côté d'eux, t'as qui? Effectivement, hein, c'est ça. Jamais ça va les intéresser, les gens. Pour moi, c'est comme si tu mettais des Bernardo Silva ou Brozovic, genre au Genoa ou à Getafe. Ouais, mais franchement, ce serait bien Bernardo Silva ou Genoa. Moi, je kifferais. Hein. De ouf. J'aime bien le Genoa. J'ai toujours aimé les clubs de Gênes. Puis le derby de la Lanterne, il est trop bien, quoi. Donc voilà. C'est le plus beau derby d'Italie, je pense. Mais bon, il est un peu confidentiel, mais c'est le plus beau. Donc voilà. Bref, en tous les cas, l'Arabie Saoudite va perturber le marché des transferts européens pendant 4-5 ans, comme la Chine l'avait fait à un moment donné, hein, où il y avait des Willian qui étaient partis en Chine avec des salaires astronomiques, comment il s'appelait, Hulk, etc., etc. Bref, c'est des gens c'est des championnats un petit peu exotiques qui pendant 4-5 ans perturbent un peu les équilibres.
Et puis je pense que ça va rentrer gentiment dans l'ordre parce que les investissements sont très très lourds et il faut des retombées à un moment donné. Hein. Je veux dire, oui, c'est l'État saoudien qui paye les transferts, mais il y a quand même un moment donné où il faut que le retour sur investissement en termes d'image soit intéressant. Et si finalement personne regarde le championnat saoudien, bon bah ça va pas faire grand chose pour l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on verra bien. Petit commentaire, après s'il arrive à faire un Mbappé en Arabie, là ce serait ouf. Comme tu le dis, la plupart des joueurs par prix étaient libres ou en fin de carrière. Ouais. Oui, alors Mbappé en Arabie Saoudite, là, oui, ce serait dingue. Mais je pense pas qu'Mbappé va aller tuer sa carrière définitivement en Arabie Saoudite. Déjà qu'il en a tué une bonne partie avec le Qatar. Ce serait quand même peut-être bien qu'il essaye d'aller dans un club qui gagne la Ligue des Champions chaque année, ou en tous les cas qui joue le titre en Ligue des Champions chaque année. Ça pourrait l'aider pour gagner un ballon d'or et laisser une trace dans le football mondial comme il est censé le faire en fait, ce joueur-là. Donc voilà. Bref, écoutez, en tous les cas, pour cette semaine, c'est à peu près tout. Hein. On aurait pu aborder d'autres sujets, mais il faut en garder, je pense. Je voulais parler un petit peu du Naples de Garcia. On en parlera la semaine prochaine. Et puis aussi du mercato du Napoli, pour voir un petit peu comment ça va s'articuler. Mais je pense qu'on pourra en parler la semaine prochaine. On pourra faire aussi... alors, l'Euro des jeunes, ça te hype, tu regardes? Moi, pas du tout. Pas trop, non. J'ai regardé un match ou deux. J'ai regardé l'Italie parce que je voulais voir un petit peu... déjà la tête de Tonali. Et puis un petit peu quel jeune il y a en Italie et comment est-ce que ça s'articule. Voilà. Déjà, l'Italie U20 a perdu l'Euro. Là, le match contre la France était rocambolesque. Donc le Italie-France m'a un petit peu hypé. Je l'ai regardé, c'était vraiment nul. Donc voilà. C'est pas terrible les espoirs en fait. Hein. Voilà. Mais bon. Peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine. Le Napoli. Et puis il y aura probablement des nouveaux transferts. Donc voilà, je me réserve pour la Coupe du Monde féminine. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais je n'ai rien contre le football féminin. Je respecte les gens qui aiment le football féminin, mais je considère que c'est deux sports différents, le football féminin et le football masculin. À plein de niveaux, on pourrait en parler pendant très longtemps. Et il n'y a aucun souci. Moi, je respecte les gens qui aiment le football féminin. Je trouve que le football féminin, pour l'instant, peut-être que dans 10 ans, je dirais autre chose, mais pour l'instant, le football féminin n'a pas encore trouvé la quintessence du football masculin. Donc je suis absolument passionné de football masculin pour plein de raisons que je ne retrouve pas dans le football féminin. Donc voilà, pour l'instant ça m'intéresse pas. J'ai essayé de regarder quelques matchs et c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, pour l'instant ça m'intéresse pas. Je vous dis dans 10 ans, peut-être que je dirai autre chose parce que au niveau, je sais pas, technique, physique, d'intensité, de vivacité, les joueuses auront évolué. Le football féminin, c'est très récent. Donc pour l'instant, il y a très peu de licenciés. Ce qui fait que par ricochet, en fait, le niveau professionnel est faible. Pourquoi? Parce que en fait, l'écrémage est très, très faible comparé à ce que ça peut être chez les hommes. Donc c'est normal que pour l'instant on n'a pas des superstars quoi, loin de là. Les joueuses de football féminin sont pas du tout vraiment, c'est très rare quand tu vois une joueuse où tu te dis ah ouais quand même c'est pas mal ce qui est fait. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant c'est pas intéressant. Enfin moi je trouve pas ça intéressant. Je respecte mais je trouve pas ça intéressant. Voilà. Donc non, je me réserve pas pour le football féminin. Donc, voilà. Mais voilà, hein, il y a des sports comme ça. Il y a des sports où tu peux regarder et le sport féminin et le sport masculin et c'est intéressant. Style le tennis par exemple. Tennis féminin est très intéressant, tennis masculin encore plus, à mon sens, mais ça change pas que je regarde fréquemment des matchs de tennis féminin, il n'y a pas de problème, et je m'embête pas, enfin pas toujours en tout cas. Donc voilà, le foot féminin c'est quand même très très compliqué. Donc voilà. Désolé hein, mesdames, il n'y a aucun souci, mais pas pour l'instant. Le vélo féminin monte bien, oui, mais le vélo c'est top aussi, c'est pareil, hein, le vélo féminin c'est cool, hein, il y a des vrais chocs, etc., hein, c'est cool, il y a des vraies stars, c'est bien.
Donc voilà, je ne critique pas le sport féminin, je critique le foot féminin. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été encore un plaisir de passer ces 30-40 minutes avec vous. Vivement la semaine prochaine, on parlera d'autre chose. Si vous avez envie de parler de n'importe quel sujet pendant le live, ou, enfin oui, forcément pendant le live, n'hésitez pas déjà à venir en live sur le live Twitch, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir que j'aborde les sujets que vous voulez. Et si vous voulez que je les prépare un petit peu, n'hésitez pas à me les donner sur Instagram ou sur Twitter, et comme ça je les préparerai un petit peu, et puis on pourra aborder le sujet ensemble avec grand plaisir. Voilà. Mais écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve pas lundi prochain. Pourquoi? Parce que lundi prochain, déplacement professionnel, bref, je ne serai pas disponible, mais on se retrouvera mercredi prochain, exceptionnellement. N'oubliez pas, mercredi prochain, mais je communiquerai sur les réseaux sociaux, mercredi soir, probablement à 20h30. On se retrouvera pour un nouvel épisode de Buonasera Calcio. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore pour votre soutien. Et puis, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.